Bienvenue sur Ici Beyrouth. La frontière entre le Liban et Israël a été témoin d'une montée des tensions rapides jeudi et vendredi à l'aube. Des roquettes tirées du Liban vers Israël, un bombardement israélien à l'aube, la FINUL qui annonce que son personnel doit être dans les abris, et puis plus rien. La vie reprend son cours comme si de rien n'était. Pour analyser en détail ces développements, Khalil Hello, général à la retraite, est notre invité. Avant d'entrer dans le vif du sujet, retour en images avec un récit préparé par Victoria Verling et Maxime Pluvinet sur le déroulé de ces événements. Réveil amer pour ces habitants de la localité de El Klayli vendredi, venus constater les dégâts causés par l'armée israélienne durant la nuit. À 4 heures du matin, heure locale, l'État hébreu a mené des raids aériens et des bombardements dans cette région du Liban Sud, affirmant avoir frappé des infrastructures appartenant au Hamas, près du camp de réfugiés palestiniens de la Chidiyeh. C'était juste avant le suhour. Ma mère allait nous réveiller pour manger, mais dès que nous avons entendu ce bruit, nous sommes sortis. Et c'est ce qui s'est passé. Mais nous étions dehors, Dieu merci, personne n'a été blessé. Selon l'agence nationale libanaise, le bombardement a seulement causé des dommages matériels. Alors que nous étions à la maison, nous avons entendu le bruit de la frappe aérienne et nous sommes arrivés dans cette zone. Ici, derrière moi, l'installation électrique était toujours en feu. Des représailles qui ont aussi touché les positions du Hamas à Gaza et qui font suite à la quarantaine de roquettes tirées depuis le sud du Liban jeudi après-midi en direction du nord d'Israël. J'ai dit très clairement que notre ennemi ne devait pas nous défier. La lutte interne en Israël ne nous empêchera pas de réagir partout et à tout moment. Nous sommes tous, sans exception, unis et prêts pour cela. Selon l'État hébreu, l'attaque provenant du Liban Sud émanerait du Hamas ou du djihad islamique. Une riposte à l'irruption violente de la police israélienne dans la mosquée de Al-Aqsa de Jérusalem mercredi. Vendredi en fin de matinée, la vie a repris son cours de part et d'autre de la frontière libano-israélienne, dans un calme précaire rythmé par les patrouilles opérant de chaque côté. On a pu voir dans ce reportage que Oui. la vie reprend son cours. Oui. Donc on a 40 roquettes, une quarantaine de roquettes tirées, d'une part, un bombardement à 4 heures du matin, et puis comme si de rien n'était. Oui, certainement. Ce n'est pas un événement isolé ou qu'on peut interpréter en tant que tel. Il s'inscrit dans le cadre d'un arrière-fond régional. C'est la guerre non déclarée entre l'Iran et Israël qui dure depuis 11 ans et qui s'est intensifiée dernièrement. Les Israéliens essayent à tout prix d'entraver le programme nucléaire iranien, le programme de missiles iranien et le programme de drones iranien, et sans succès toutefois. Et avec des attaques en Syrie, le théâtre d'opération entre Israël et l'Iran, c'est principalement la Syrie, l'Irak, l'Iran elle-même, la mer Rouge. Donc on est en train de voir tout ça depuis des années. Depuis le début de 2023, cette guerre s'est intensifiée, et surtout lorsqu'il y a eu une infiltration du territoire libanais vers l'intérieur israélien avec une bombe qui a explosé à 50 km de la frontière libanaise. Les Israéliens ont tué le suspect, ils ont arrêté une autre personne et ils ont dit qu'ils font leur enquête. Ça, c'était au milieu du mois passé, au milieu du mois de mars. Et puis, on voit que l'adresse à laquelle ont riposté les Israéliens, c'était la Syrie. En une semaine, 5 raids avec prise pour cible des aéroports d'Alep et de Damas. Et il y a 2 officiers supérieurs de la garde révolutionnaire iranienne qui sont tombés sous ces bombardements. L'Iran a reconnu ça. Et probablement que l'Iran ici voulait riposter à tout prix. Et là, la coïncidence, c'est ce qui s'est passé à la mosquée Al-Aqsa, lorsque les gens qui faisaient la prière voulaient rester toute la nuit. Or, de par la loi israélienne, c'est les 10 derniers jours du Ramadan que c'est permis. Donc la police israélienne les a évacués de force de la mosquée 2 jours de suite. La riposte a eu lieu de Gaza et puis il y a eu les bombardements à partir du territoire libanais. Alors, je veux revenir à partir... Le Hamas. Oui, c'est exactement cette frontière libano-israélienne. Vous êtes revenu sur l'événement de l'incident de Megiddo, où aussi les Israéliens avaient dit que c'était un Palestinien du Liban qui s'était infiltré. Et là, on a le Hamas ou le djihad islamique, selon les différentes sources,
qui aussi sont pointés du doigt sur, ces tirs de roquettes. Oui. Le chef du Hamas, Ismail Haniyeh, était au Liban, où il est là aujourd'hui. Est-ce que le sud Liban, le Liban sud aujourd'hui, est devenu le Hamasland, comme était le Fatahland en 70? Non, pas du tout, pas du tout. C'est le doigt de l'Iran. Donc, pourquoi l'Iran a choisi de riposter de cette façon? Parce que de la Syrie, c'est impossible. Ça fait des années qu'ils tentent de mettre un dispositif de combat capable d'atteindre Israël du territoire syrien. Les frappes israéliennes sont en train d'empêcher cela. Pour riposter autre part par des opérations spéciales à travers la prise pour cible de ressortissants israéliens dans le monde, c'est difficile. Dans la mer Rouge, il s'est avéré que c'est difficile et que ça ne donne pas de résultat. Restent deux solutions, le Hamas et le Hezbollah. Le Hezbollah, c'est l'allié favori de l'Iran et je ne pense pas que l'Iran sacrifierait le Hezbollah dans une guerre qui n'a pas de sens tant que le régime iranien n'est pas menacé. Et les Israéliens de même n'ont pas l'appétit pour rentrer dans un grand conflit. Ils préfèrent garder la capacité de dissuasion plutôt que de rentrer dans une guerre vis-à-vis de Hezbollah et même vis-à-vis de Gaza. Mais comme Gaza, qui abrite le Hamas et le djihad et qui sont tous deux pro-iraniens ou bien qui sont sponsorisés par l'Iran, alors là, c'est le maillon faible. C'est le maillon pour lequel les réactions ne seront pas très importantes. De plus, ouvrir un front avec le Liban, avec le Hezbollah, ouvrir un front à Gaza en même temps, un front à Jérusalem même et dans la banlieue, dans la rive ouest du Jourdain, comme ça s'est passé il y a 2 ans exactement, où on a vu même que les Palestiniens à l'intérieur d'Israël, donc les Palestiniens portant la nationalité israélienne, ont bougé également lorsqu'il y a eu des incidents similaires pour évacuer des familles palestiniennes. Donc Israël a choisi, au lieu de généraliser ce conflit, de ne pas riposter que sur le Hamas. Et le Hezbollah a nié tout lien avec cette opération-là, mais le doigt iranien est clair. Enfin, est-ce que les incidents du Aqsa ont été provoqués de part et d'autre? Est-ce qu'ils sont fortuits? Est-ce que l'Iran en a profité? L'Iran en a certainement profité pour envoyer des messages. Et les deux agendas, iranien et Hamas, sont convergents vis-à-vis de cette situation. Donc on a des bases du Hamas au sud Liban et dans une région où normalement c'est la FINUL qui est censée protéger cette zone, ou bien c'est la zone contrôlée par la FINUL, il ne doit pas y avoir d'armes illégales, que ce soit le Hezbollah et le Hamas. Plus, si vous me permettez, hier soir, on a reçu des informations comme quoi la FINUL demandait à son personnel civil et militaire de se mettre dans les abris. Oui. Donc, certains Libanais peuvent se demander aujourd'hui, mais à quoi sert la FINUL, puisque, d'une part, on a des armes illégales qui pullulent dans cette zone, et au moment où c'est le plus chaud, ils se cachent. Oui. Donc vous, en tant qu'ancien militaire, qu'est-ce que vous voulez dire? Pour rectifier les choses, c'est l'armée libanaise qui est en charge de la zone du sud de Litanie et elle est appuyée par la FINUL. Ce n'est pas la FINUL qui est responsable de la sécurité dans cette zone. C'est l'armée libanaise pour commencer. La FINUL, elle est là en tant qu'appui à l'armée libanaise et pour faire respecter la résolution 1701. Donc, pour répondre à la deuxième partie de votre question, pourquoi la FINUL se met à l'abri? Parce que la FINUL, c'est une force de police, une force d'observation et non pas une force de combat. Donc, c'est très normal que lorsque la tension est élevée et qu'il y a des risques de combat, il y a des risques d'opération militaire, la FINUL n'est pas du tout un parti. Et c'est très normal que la FINUL protège ses hommes et qu'elle leur demande pas seulement de se mettre dans des abris, mais peut-être d'évacuer certaines positions qui sont pas des positions de combat, ce sont des positions d'observation. Ça, c'est très normal, il ne faut pas s'étonner. À quoi sert la FINUL? Écoutez, là, c'est un dilemme. La FINUL a immédiatement entamé des contacts avec les Israéliens et avec les autorités libanaises. Donc, au lieu que de passer par le ministère des Affaires étrangères, les ambassades, les chancelleries occidentales, parler à Israël, etc., à travers la FINUL, ça a été beaucoup plus rapide. Et de part et d'autre, ni les Israéliens ne veulent une escalade avec le Liban, ni le Liban ne souhaite une escalade. Et le Hezbollah a immédiatement renié, donc
les choses se sont très rapidement éclairées, étaient très claires dès le début. Et voilà à quoi sert la FINUL pour répondre à votre question. Donc Maintenant, l'armée libanaise, vous dites l'armée libanaise contrôle et doit contrôler doit. cette région. Oui. Est-ce que vous pensez qu'elle est capable aujourd'hui, l'armée libanaise, de démanteler toutes ces milices illégales qui écoutez, pullulent? une décision pareille ne revient pas à l'armée libanaise. Je vous rappelle que l'armée libanaise est une institution qui relève du gouvernement libanais. Malheureusement, le gouvernement libanais, vous savez très bien dans quelle situation il est, il ne décide rien. Hier, vraiment, la déclaration de M. Miati, elle faisait pleurer et rire en même temps. C'est comme s'il n'était pas le Premier ministre du Liban. Je ne parle pas de lui seulement, lui et tous ses prédécesseurs. Il condamne ce qui s'est passé. C'est la zone de responsabilité, c'est bien la sienne. Mais si le gouvernement prend une décision politique, ou bien si l'exécutif Oui. décide, Oui. est-ce que la troupe libanaise aujourd'hui est capable? Je vous le dis en toute franchise et en toute liberté, la troupe libanaise est capable de maintenir l'ordre dans tout le Liban. Elle est capable de contrôler les frontières à condition qu'il y ait une décision politique. L'armée de son propre chef ne peut pas faire ça. Vous le savez très bien. Vous savez très bien que c'est une armée qui, malgré tout, est subordonnée aux autorités politiques. Ça, c'est une épée à double tranchant. Et des décisions de démanteler ou bien d'investir ou bien de désarmer, etc., ça, c'est une décision qui doit être assumée par le pouvoir exécutif et législatif libanais, mais surtout le pouvoir exécutif, et non pas une décision militaire. Il n'y a pas de décision purement militaire. Ça n'existe pas au monde. Il n'y a pas de stratégie purement militaire. Les stratégies et les décisions sont synthétiques. Elles sont politiques, elles sont militaires, elles sont diplomatiques, elles sont tout ce que vous voulez. Ça, c'est la responsabilité du gouvernement. Or, aujourd'hui, il n'y a pas de gouvernement. Vous ne pouvez pas demander des comptes à un gouvernement démissionnaire, à un gouvernement intérimaire, une chambre qui n'élit pas un président. À qui voulez-vous demander des comptes? Ça, c'est le problème. La situation du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif au Liban, elle laisse vraiment, elle fait pleurer. Je ne vais pas en dire plus. Mais pour garder la discussion dans son contexte de ce qui s'est passé hier. Bon, à mon avis, il n'y aura pas d'escalade à court et à moyen terme. Tant que le Hezbollah ne veut pas rentrer dans ce conflit, tant que l'Iran ne lui demande pas de rentrer dans ce conflit, je pense que les choses vont s'arrêter là où elles sont. Maintenant, à Gaza, malheureusement, peut-être c'est une répétition de ce qui s'est passé en mai 2021, une guerre de 11 jours, très destructrice, ou bien en août 2022, 3 jours également. Donc là, ça dure depuis hier, je ne sais pas si ça va s'arrêter. L'Égypte, qui est le principal garant des accords entre Gaza et Israël, est en train de bouger très efficacement pour limiter les dégâts. Réussira-t-elle ou non? La réponse de M. Netanyahou était claire. Si jamais le Hamas ne riposte pas de façon, ne dépasse pas un certain seuil, d'après ce qu'on a compris dans ses propos cachés, qu'il ne va pas aller plus loin. Sinon, il ira plus loin. Et le gouvernement israélien actuel est composé de rapaces. Vous savez que c'est la droite. C'est la droite extrémiste, c'est d'extrême droite. Et ils ont promis que les ripostes ne seront pas symétriques. C'est-à-dire, pour 30 missiles, on va répondre de façon beaucoup plus dévastatrice. Et ils sont en train de le prouver. Et voilà. Régionalement, vous avez dit dès le début qu'il y avait le doigt iranien ou la main iranienne dans tout ce qui se passait. Mais pourtant, l'Iran et l'Arabie saoudite réchauffent leurs relations depuis plus d'un mois. Hier même, ils étaient à Pékin en train de signer encore un accord diplomatique de reprise. On pouvait croire que cette reprise des relations diplomatiques entre l'Iran et l'Arabie saoudite, entamée il y a un mois, allait calmer un peu la situation moyen-orientale, la région. Mais pourtant, en un mois, on a un mouvement qui s'accélère, on dirait, entre l'Iran et Israël, entre le régime syrien qui essaie de se rapprocher de son environnement arabe. On dirait que tout bouge, tandis qu'on pensait que ça allait se calmer. Mais écoutez, c'est un accord, vous avez bien dit, c'est très clair, c'est un accord entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Bon. Dans cet accord, il n'y a rien qui mentionne le Liban. Il s'agit surtout du Yémen. Le Yémen est à la frontière de l'Arabie saoudite.
L'Arabie saoudite a encaissé 1500 missiles du Yémen depuis le début de la guerre. Ces missiles, les tirs de missiles se sont arrêtés en avril passé, donc ça fait 1 an. Depuis que les deux parties ont entamé des négociations loin des médias, ils sont arrivés à ce cessez-le-feu qui dure. C'est déjà bien, mais il s'agit de le rendre définitif. Donc les accords qu'il y a eu, pour ne pas parler beaucoup du rôle de la Chine, etc., concernent surtout le Yémen. Au Liban, par exemple, les médias concernant les Houthis ont été éteints. Voilà, ils ont été éteints. Mais je ne pense pas que le Liban, actuellement, fait partie de cet agenda. Il fera peut-être partie plus tard, si les relations deviennent plus chaudes. Mais jusqu'à maintenant, ça n'a rien à voir. Je parle du Liban. Maintenant, concernant Israël, ça n'a absolument rien à voir dans le conflit qui oppose Israël à l'Iran. Le conflit, comme je l'ai dit au début, le conflit concerne d'abord le programme nucléaire qui continue à avancer, et il concerne le programme des missiles qui continue à avancer. Et d'ailleurs, les Iraniens sont des fournisseurs de missiles et de drones, le programme des drones aussi, aux Russes dans la guerre d'Ukraine. Donc on voit que tous les efforts israéliens pour miner ces 3 programmes n'ont abouti à rien du tout. Donc ça n'a rien à voir avec l'accord entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Ça, c'est quelque chose qui va continuer. Et l'Arabie saoudite, justement, elle le sait, tout le monde le sait, elle s'est mise peut-être à l'écart pour ne pas elle-même encaisser des ripostes iraniennes en cas de guerre ouverte ou bien de conflit élargi entre l'Iran et Israël. Ça, c'est un. Khalil, dernière question, parce que le temps nous Oui. presse. Vous avez dit avant que le Hezbollah n'entrera pas en guerre tant que l'Iran n'est pas menacé. Oui. Donc pour l'instant, tant que le conflit irano-israélien reste via des petites attaques par-ci par-là et que ce n'est pas un conflit ouvert, Tant qu'il reste sous contrôle. tant que c'est un conflit sous contrôle, le Hezbollah et le Liban Sud et la banlieue sud restera aussi calme qu'aujourd'hui. Tout à fait. Parce que vous remarquez que les Israéliens frappent très fort en Syrie. Ils étendent leur frappe vers l'Irak, vers la frontière irako-syrienne et même en Iran. Isfahan dernièrement, l'assassinat des savants iraniens, des chercheurs nucléaires, etc. Donc vous voyez, ça, ce sont des théâtres d'opération ouverts. Le théâtre d'opération au Liban n'est pas ouvert. La règle de confrontation entre le Hezbollah et Israël est très équilibrée. Quand il y a des tirs, enfin si vous voulez, des messages iraniens, ils sont bien dirigés de façon à limiter les dégâts. Il y a tout de suite des contacts. Les ripostes israéliennes sont symétriques et ça s'arrête là. Aucun des deux partis ne veut une guerre généralisée parce que le conflit avec le Hezbollah au Liban, c'est un conflit généralisé. Et donc, ni le Hezb le veut, ni l'Iran ne le veut. Il ne veut pas sacrifier le Hezbollah dans une guerre comme ça. Et ni Israël ne le veut, ni le Hezb le veut. Donc, voilà pourquoi le conflit, jusqu'à maintenant, à vue, selon les données objectives, restera sous contrôle. Mais pour le Hamas, c'est une autre affaire. Le Hamas a été ciblé au Liban dans quelques endroits, alors qu'à Gaza, la prise de Hamas pour cible est beaucoup plus large, beaucoup plus étendue. Ça a duré jusqu'à ce matin. Je ne sais pas si maintenant ça continue ou pas. Donc voilà. Merci Khalil Hello, merci beaucoup pour cette analyse. Chers internautes, merci pour votre fidélité. Vous pouvez nous retrouver sur notre site web www.icibeyrout.com et sur les réseaux sociaux.